Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un moment très particulier dans le sport, les quelques minutes qui suivent une défaite crève-cœur. Ah oui, On ne va pas décortiquer 90 minutes de tactique, mais plutôt l'art de gérer la déception, de construire un récit en fait quand tout est encore à vif. on plonge en effet dans la psychologie de l'après-match. Le contexte est spécifique, le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et la défaite du Mali face au grand favori, le Sénégal. C'est ça. Et c'est un moment de bascule où les mots que l'on choisit, ils peuvent tout changer. Et pour ça, on a une source unique. Pas une conférence de presse formelle, mais des extraits d'une déclaration à chaud de Cédric Kanté, l'ancien international malien, qui est membre du staff. C'est brut, c'est pris sur le vif. Exactement. Et notre objectif, c'est de voir comment ce discours tente de transformer une élimination en une promesse, tout en révélant les liens incroyablement complexes qui unissent deux nations voisines. C'est une analyse qui est fascinante parce que ce n'est pas juste une interview de perdant, quoi. C'est une leçon de communication et de diplomatie sportive. Oui, On va voir comment Conté jongle entre la fierté nationale, l'analyse froide du jeu et cette fraternité ouest-africaine qui est si particulière. C'est vraiment un cas d'école sur le lien intime entre le sport et l'identité. alors commençons par le début. La toute première phrase qu'il prononce, elle donne immédiatement le ton. Il ne s'excuse pas, il ne se lamente pas, il dit On sort les armes à la main. « c'est fort comme image ». C'est une image forte, presque guerrière. Qu'est-ce qu'il cherche à faire d'emblée avec une telle déclaration? Il pose un cadre. C'est le geste d'un communicant extrêmement avisé. Avant même de parler du match, il définit la posture de son équipe. Les armes à la main, ça évoque le courage, le combat jusqu'au bout. D'accord. Ça dit « nous n'avons pas été surclassés, nous avons lutté vaillamment ». Il refuse d'endosser le costume de la victime ou du vaincu accablé. Il commence par la dignité. Et il va plus loin, il s'adresse directement au peuple malien, presque comme un homme politique ferait un discours à la nation. Il dit « il ne faut pas que le peuple malien soit déçu ». Ah oui, Il y a une volonté immédiate de contrôler le récit, de guider l'émotion collective. absolument. Il ne nie pas la défaite. Le score est ce qu'il est. Mais il la recadre. Il en change la signification. Il dit aux supporters « ne soyez pas déçus du résultat, soyez fiers de la performance ». C'est malin. C'est une stratégie narrative très puissante. La défaite n'est plus une fin, mais la preuve d'un potentiel immense. Il insiste d'ailleurs là-dessus en disant que le Mali a montré sa capacité à rivaliser avec n'importe quelle équipe. Donc il ne s'attarde pas du tout sur le résultat final. C'est assez surprenant, non? Juste après une défaite aussi dure, il parle déjà de la suite. Oui, Est-ce que c'est une stratégie pure, une sorte de com de crise bien rodée, ou est-ce qu'on sent une conviction réelle chez lui? je pense que c'est un mélange des deux. Et c'est ce qui le rend si efficace. La stratégie, c'est tout de suite donner un nouvel horizon pour éviter que tout le monde s'effondre dans le regret. D'accord. Mais ça ne fonctionnerait pas si ce n'était pas porté par une conviction. Et on la sent dans une phrase clé, quand il dit « la qualité est tellement énorme que ça ne peut pas rester comme ça ». Ce n'est pas juste une formule, ça. C'est une promesse. C'est exactement ça. Il transforme la déception présente en un investissement pour l'avenir. Pour un supporter qui l'écoute à ce moment précis, le message est incroyablement porteur d'espoir. Oui, on imagine bien. Votre tristesse d'aujourd'hui est le carburant de nos victoires de demain. C'est du grand management émotionnel. Il rassure tout un pays, les joueurs dans le vestiaire et probablement aussi ses propres dirigeants. Mais pour que cette fierté ne sonne pas creux, pour qu'elle ne soit pas juste de l'auto-persuasion, il fallait qu'elle soit soutenue par des faits, non? Il ne pouvait pas juste dire « on a bien joué Il devait le prouver. Tangible, ça ne tient pas longtemps. Du coup, il doit enfiler sa casquette d'analyste pour justifier la fierté qu'il revendique. ». Et il commence d'ailleurs par s'attaquer à l'idée préconçue selon laquelle le Mali n'allait pas exister face aux champions en titre. C'est malin, il prend l'argument des sceptiques pour mieux le démonter. Et il le démontre avec des détails tactiques assez précis. Il dit que le Sénégal a été gêné en début de match par la qualité technique du Mali. Oui. Puis il reconnaît, et ça c'est important pour sa crédibilité, que le danger sénégalais venait des attaques dans le dos de nos latéraux, avec pas mal de centres. Il ne prétend pas qu'ils ont tout maîtrisé. Cette lucidité est fondamentale. S'il ne faisait que vanter les mérites de son équipe, on pourrait l'accuser de chauvinisme. Bien sûr. Mais en reconnaissant la stratégie et la force de l'adversaire, il donne beaucoup plus de poids à ses propres arguments. Il montre qu'il n'est pas un supporter aveugle, mais un technicien qui a lu le match. Et il fait quelque chose d'autre de très efficace. Il nomme les stars en face. Il ne parle pas de la défense sénégalaise. Il cite Moussa Niakhaté,
Kalidou Koulibaly, le gardien Edouard Mendy. Des joueurs de classe mondiale. Voilà, et il dit qu'ils ont dû beaucoup travailler, qu'ils ont même tremblé à la fin du match. En les nommant, il rehausse indirectement la performance de ses propres attaquants. C'est une technique classique mais très efficace. Mettre en valeur l'adversaire pour mettre en valeur sa propre performance. Mais c'est là qu'arrive ce que je considère comme son coup de génie argumentatif. Il va utiliser un élément qui, à première vue, est totalement à l'avantage du Sénégal. Le trophée de l'homme du match. Exactement. Ce trophée a été décerné à un défenseur central sénégalais. Et Kanté, il prend ce fait et il le retourne complètement à son avantage. Comment il fait ça? Il dit « Quand le défenseur central adverse est élu meilleur joueur, c'est que vous les avez mis en contribution. » Attends, ça c'est un retournement de situation incroyable. Il prend un prix décerné à l'adversaire et il le transforme en preuve de leur propre force. C'est audacieux. C'est très audacieux. Est-ce que ça ne risque pas de passer pour de la mauvaise foi, par exemple aux yeux des supporters sénégalais? Ou même de ses propres supporters qui veulent juste une reconnaissance simple de la défaite? C'est une excellente question. Ça pourrait si c'était un argument isolé. Mais il l'intègre dans une analyse globale qui est très honnête. Juste après, il reconnaît que le Sénégal a fait un match sérieux, qu'ils ont géré et, point très important, qu'ils auraient dû marquer le deuxième but pour se faciliter le match. En faisant ça, il désamorce tout procès en mauvaise foi. D'accord, je vois. Il ne dit pas « on aurait dû gagner », il dit « on les a tellement bousculés que leur meilleur joueur a dû être un défenseur ». C'est une nuance subtile mais essentielle. Il ne conteste pas le résultat en fait. Non, il interprète la physionomie du match. Et son interprétation est imparable. Victoire morale sur le plan offensif. C'est précisément ça. Il s'approprie un fait objectif, le titre d'homme du match, et il en tire une conclusion qui sert son récit de fierté. C'est la preuve ultime que le Mali n'a pas seulement bien résisté, mais qu'il a activement mis en danger les champions d'Afrique. Et cette capacité à voir au-delà du score, à trouver du sens dans la défaite, on la retrouve encore plus quand il quitte l'analyse purement technique pour parler des relations humaines, non? Oui, là on change complètement de registre. On passe de l'analyste au grand frère, presque au sage. C'est la troisième partie de son discours et peut-être la plus touchante. C'est là qu'il raconte? Il raconte cette anecdote qui se passe sur le terrain, juste après le coup de sifflet final, avec le joueur sénégalais Pape Thiaw. Moment où la tension devrait être à son comble. Et il lui dit « sa maman est malienne, donc le Mali continue ». C'est une phrase magnifique, pleine de chaleur. C'est magnifique, oui. Il mentionne aussi un certain Eric Schell en suggérant qu'il y aura peut-être un autre Malien qui va continuer aussi la route. Et il conclut sur un très fair-play « bravo Sénégal » et on va les soutenir. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste une formule de politesse. Il révèle quelque chose de très profond sur la nature des identités nationales dans cette région. Elles ne sont pas hermétiques. C'est-à-dire? Les frontières sont poreuses, les familles sont mixtes, les origines se croisent. Le football est souvent le lieu d'une affirmation nationale très dure, très nous contre eux. Lui, il en fait un lieu où ces liens complexes sont célébrés, même au moment de la plus grande rivalité. C'est une belle idée. Mais est-ce que c'est quelque chose que les supporters dans le feu de l'action peuvent vraiment ressentir? Cette idée que le Mali continue à travers un joueur de l'équipe qui vient de les éliminer. C'est tout l'enjeu. Lui, en tant que leader, propose cette lecture. Il offre une porte de sortie honorable à la déception. Plutôt que de sombrer dans l'amertume, il dit « une partie de nous a gagné ». Il dissout l'opposition. Voilà, il dissout l'opposition binaire. La défaite n'est pas totale, car une part de nous continue avec eux. C'est un message de fraternité et de résilience extrêmement puissant. Il donne aux gens une raison de ne pas détester le vainqueur. Justement, il semble que cette fraternité a ses limites, ou du moins ses préférences. Il ne s'arrête pas là. Non, il ne s'arrête pas là. Il ajoute une nuance de taille avec une pointe de malice, Béger. Il dit « Après, si c'est la Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire que tout le Mali va soutenir le Sénégal. » Et voilà, c'est là que ça devient absolument passionnant. On entre dans ce que l'on pourrait appeler la géopolitique affective de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, bien vu. La solidarité régionale, c'est une chose, mais les affinités, les relations historiques, c'en est une autre. Il parle de liens particuliers que le Mali entretient avec la Côte d'Ivoire. Il ne détaille pas, mais le sous-entendu est clair. La relation n'est pas de même nature. Exactement. Il vient de nous montrer la solidarité ouest-africaine avec le Sénégal. Mais ce n'est pas un bloc monolithique. Il existe des cercles de proximité. Et dans son discours, il est évident que le lien Mali-Côte d'Ivoire est plus fort, plus intime.
C'est clair. Il ne dit pas qu'il y a de l'animosité envers le Sénégal, attention. Il dit juste que dans une confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire, le cœur des Maliens pencherait de l'autre côté. C'est une confession d'une sincérité désarmante. Et le mot qu'il utilise pour qualifier une potentielle rencontre entre ces deux pays-là est très puissant. Il parle de duel fratricide. Un mot d'une justesse incroyable. Fratricide. Il ne dit pas un choc, une grande rivalité ou une belle affiche. Il utilise un terme qui contient à la fois l'idée de conflit, duel, et celle du lien de sang, fratricide. C'est un oxymore qui résume toute la complexité de ces relations. C'est une image qui parle à tout le monde en fait. On a tous un peu ça dans nos vies, cette rivalité féroce mais pleine d'affection avec un cousin ou un ami très proche. C'est ça. Il transpose ce sentiment-là à l'échelle de deux nations. C'est ce qui rend le sport si puissant. C'est exactement ça. Il décrit parfaitement cette tension entre la compétition sportive la plus intense et la fraternité culturelle la plus profonde. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il arrive, même après avoir exposé cette hiérarchie affective, à finir sur une note unificatrice. Il ne reste pas sur la division. Oui, il boucle la boucle de manière très élégante. Il maintient le cap de la fraternité jusqu'au bout. Il conclut en disant que, quoi qu'il arrive, il y aura un de nos pays frères en finale, et ce sera une bonne nouvelle. Au final, le succès de la région, le succès de l'Afrique de l'Ouest, prime sur les rivalités particulières. C'est une belle vision. C'est une vision qui dépasse le cadre strict de son équipe et de son pays. C'est une déclaration d'un homme d'État du football. Donc si on fait le bilan, on a un discours en 3 actes, parfaitement maîtrisé. D'abord, la gestion de l'émotion brute, avec la fierté. Oui. Ensuite, la validation de cette fierté par une analyse technique crédible. Et enfin, l'élargissement du propos à la fraternité régionale et à ses complexités. C'est un modèle de communication post-défaite. Il réussit à faire d'une élimination un moment de renforcement de l'identité de l'équipe et de célébration des liens régionaux. Mais il n'est pas naïf pour autant. Ah non. Il conclut avec une phrase très pragmatique adressée au défenseur sénégalais Moussa Niakhaté. Il lui dit « L'essentiel dans le sport, surtout dans les matchs couperets, c'est de passer. » C'est le retour sur terre. Après la poésie, le pragmatisme du compétiteur. La belle performance, la résistance héroïque, tout ça c'est bien, mais à la fin, ce qui compte, c'est qui joue le tour suivant. Il le sait mieux que quiconque. Il ajoute même que si le Sénégal va en finale, tout le monde oubliera ce match difficile contre le Mali. On ne se souviendra que du vainqueur. C'est dur, mais c'est vrai. Et c'est cette réflexion qui nous laisse avec une question en suspens, une question qui dépasse largement ce simple match de foot. Dans le sport, et peut-être dans bien d'autres domaines, est-ce que l'histoire est uniquement écrite par les vainqueurs ? Est-ce que la manière, la vaillance, la qualité de l'opposition offerte par le perdant, tout ce que Cédric Kanté s'est efforcé de mettre en lumière, est-ce que tout cela finit inévitablement par être effacé par le seul poids du résultat final ?